Bienvenue dans l'amphithéâtre Lumière du ministère de l'Intérieur. Et je tiens à vous remercier d'avoir répondu à cette invitation à cette heure de la journée et à un moment où il y a un match de football qui est en route, si je ne m'abuse. Hein. Donc 1-0, donc on dit 1-0. En tout cas, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, je voulais remercier aussi la Direction Générale de la Sécurité Civile et la Gestion de crise, le colonel Morin, de nous permettre d'être là aujourd'hui, puisque je crois que les salles ne sont pas faciles, hein, le ministère de l'Intérieur, et donc on a quand même réussi à avoir cette salle, et qui, comme vous le verrez, il y a quand même des dispositions assez sympathiques. Alors, on est réunis aujourd'hui dans le cadre d'une chaire de gestion de crise et d'engagement de proximité. Vous voyez déjà qu'entre les deux, entre l'engagement de proximité et la gestion de crise, il y a déjà tout un axe de recherche assez important. Hein. Et donc, je vais peut-être remonter un peu le temps pour vous dire comment c'est arrivé ce concept de gestion de crise et d'engagement de proximité très rapidement. Hein. Simplement vous dire aussi qu'en 2001, avant le concept de sécurité globale, ministère de l'Intérieur, HESI, UTT, tout ça, on va essayer de se mettre en consortium pour se projeter dans l'avenir, hein, suite aux attentats de 2001, cette vision globale de la sécurité, qui n'était pas une évidence, parce que quand on fait des champs d'expertise et d'excellence qui sont plutôt tubulaires, essayer de réfléchir en horizontalité, ça pose quelques difficultés. Ceci étant, ça va prendre, hein, avec l'ANR qui va se mettre en place en 2005, etc., sur la sécurité globale. Donc je ne vais pas refaire l'histoire, hein, mais simplement vous dire que ça vient quand même d'assez loin, hein, c'est-à-dire une autre façon de voir la sécurité et la sûreté. Et alors avec l'école, hein, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Alors il y avait déjà un master environnement risque qui existait déjà sur Mulhouse. Et puis, bien évidemment, la direction de la sécurité civile créée en 2010, je crois, je ne m'abuse, hein, 2011. Hein. Donc cette thématique gestion de crise est arrivée sur la problématique de qu'est-ce qu'on fait. Et donc on a commencé à travailler ensemble sur, à côté du master sécurité globale, donc, mettre en place un axe gestion de crise. Et donc depuis 2012, on a cette coordination entre l'ENSOP et l'UTT sur la gestion de crise. Et puis, peu à peu, on s'est aperçu que le temps allant de plus en plus vite, il nous fallait raccourcir le temps entre l'opérationnel et le scientifique. Profiter de l'excellence le plus rapidement possible. Parce que le constat était fait, hein, effacement des frontières avec la globalisation, je ne reviendrai pas sur 2001, 2007-2008, mondialisation, la gestion de crise, hein, notamment financière, où à un moment donné, on s'aperçoit qu'on est quand même livré à travers la planète à des remous. Et puis derrière, la nanotechnologie. Et donc ces trois tendances, hein, espace, temps, matière, étaient reconsidérées en même temps. Et donc on s'est retrouvé dans une situation où est arrivé tout un tas de problématiques, c'est-à-dire où se situe le décisionnel dans toute cette approche. Intelligence économique, intelligence artificielle, ville sûre, etc., etc. Où se trouve la décision? Et donc on a commencé à travailler sur ce sujet, avec cet engagement de proximité, hein, qui peut aller dans les deux sens, engagement de proximité par rapport à la citoyenneté, puisque le corps des sapeurs-pompiers est l'un des plus ancrés dans la population, si on regarde les pompiers volontaires, mais aussi un engagement de proximité en transversalité et en compétences. Donc on a essayé de travailler sur ce sujet. Alors, la chaire préfiguration 2016, mise en place, 2017, mise en place de la chaire, 5 partenaires nous rejoignent, que vous avez, Airbus, Atos, Devryware, Diginex, Iremos, et à partir de là, on va commencer à travailler. Et là, vous assistez à la première table ronde qu'on met en place depuis que la chaire est en route. On fera d'ailleurs un certain nombre d'autres projets, hein, tels que le prix de la thèse, etc., etc. Simplement pour terminer sur ce sujet, vous dire que aujourd'hui, l'intelligence artificielle et la ville intelligente nous obligent à voir les choses autrement. Pourquoi? Parce que le faisceau de décision devient de plus en plus mince, de plus en plus critique d'ailleurs, et de plus en plus soumis à l'espace critique des sciences humaines. Et c'est sur ce sujet que je voudrais terminer, parce que vous avez un des conférenciers, Carlos, qui est là à la table, avec lequel on a commencé à aborder ça il y a très longtemps, sur une thèse, en positionnant l'éthique de la gestion de crise. C'est-à-dire essayer de se réapproprier tout le système par les sciences humaines, notamment le décisionnel. Et je terminerai sur ce sujet en vous disant que c'est sur cet axe qu'on va essayer de travailler, c'est-à-dire où se situe l'homme aujourd'hui, dans cette ville intelligente, cette ville sûre, et qui nous oblige à avoir vraiment des faisceaux très, très, très restreints, décisionnels. Ce qui sous-entend de ne pas les louper, bien entendu.
Alors, je vais remercier quand même Paul-Henri Richard, sans qui j'aurais pas pu faire cette conférence, parce que c'est lui qui est à la manœuvre, il administre la chaire. Ma petite équipe autour de moi, Guillaume Delatour et Camille, qui est quelque part, je crois que vous avez dû la voir. L'école, qui nous permet de faire ça, ce sujet. Tous les conférenciers qui ont répondu à cette invitation pour prendre la parole. Et puis je vais laisser la parole à Guillaume Rioux, qui va animer cette table ronde et qui a accepté d'assumer cette charge. Je vais m'éclipser très rapidement. Alors Guillaume est responsable du programme Ville et Territoires, Résilient et Sûreté, je vais le présenter, au cluster FAS. Il est aussi il est au comité d'orientation de la chaire. Et donc je lui laisse la parole en vous souhaitant une très bonne fin d'après-midi. Bonjour, merci beaucoup. Donc effectivement, Guillaume Rioux du pôle de compétitivité SAFE. Alors je remercie effectivement l'ENSOSP et l'Université technologique de Troyes de nous avoir proposé d'animer cette table ronde. Je vais être assez bref. Nous avons 1h20 avec des intervenants de grande qualité qui vont nous dire plein de choses tout à fait intéressantes sur les safety kits et comment travailler sur le sujet, comment intégrer ce sujet aux nouvelles doctrines que pourrait produire la sécurité civile sur le sujet. Je vous dis peut-être en 2 mots ce que fait le pôle SAFE dans ce sujet-là. A priori, vous connaissez les pôles de compétitivité, c'est un dispositif qui est ancien, on peut dire ancien, qui date de 2005-2006. C'est un réseau, c'est une association, il y en a environ encore 60 en France. C'est un réseau d'entreprises innovantes, de laboratoires de recherche et d'utilisateurs finaux. Alors qu'on compte en trop peu, qu'on compte en nombre trop restreint pour l'instant dans notre réseau. On est parmi nos administrateurs, on a l'ENSOS, on a le SDIS-13, on a l'Entente de Valabre, donc plutôt sud de la France. Et donc le job du pôle de compétitivité, c'est d'aider des entreprises et des labos à travailler ensemble pour produire des solutions dans le domaine de la sécurité qui répondent aux besoins des utilisateurs finaux qui, là en l'occurrence, sont les services de sécurité civile, pour le dire de manière très très large. Donc, par définition, on est intéressé par toutes les initiatives qui permettent de faire travailler et les entreprises privées et les laboratoires de recherche publique. Et c'est à ce titre qu'on suit les travaux de la chaire depuis le début. Sur le sujet SafeCity en particulier, alors, pour certains d'entre vous qui en auraient entendu parler, il y a un gros projet qui a été financé dans le cadre du programme d'investissement d'avenir qui s'appelle SafeCity en l'occurrence, et qui est piloté par Thales. Avec l'idée de monter des expérimentations et sur le quartier de la Défense et dans certains quartiers de la ville de Nice. Donc ça, c'est typiquement un projet collaboratif sur lequel le pôle SAFE a œuvré et dont on suit le tout début des travaux là, qui viennent de commencer il y a quelques semaines. Sur le sujet SafeCity, et avant d'introduire les différents intervenants, les projets qu'on voit passer au pôle SAFE, mais c'est ce que vient de dire le professeur Laclémence, mais en l'occurrence, il y a beaucoup d'intelligence artificielle, donc tout ce qui est analyse prédictive via du big data, tout ce qui est analyse vidéo intelligente avec des fonctionnalités qui sont de plus en plus bluffantes. Et puis, bien sûr, on a beaucoup de projets qui tournent autour des maquettes 3D, des bâtiments, des quartiers, de la géolocalisation en temps réel, que ce soit du outdoor extérieur ou de l'intérieur. On a beaucoup parlé à l'époque du citoyen capteur pour voir comment le citoyen peut s'intégrer dans la Smart City et là en l'occurrence dans la Safe City. Des plateformes collaboratives, donc ça peut être des systèmes d'information géographique, mais tout type de plateformes collaboratives qui vont permettre à différents services impactés, si je puis dire, par la gestion des risques et la gestion des crises, et donc qui vont pouvoir travailler mieux ensemble. Et puis il y a tout ce qui est le monitoring des flux en temps réel. Et là, bien sûr, je veux parler de flux de transport, d'énergie, d'eau, de personnes, de réseaux sociaux, et j'en oublie sans doute. Et puis voilà, évidemment, avec des croisements de données aussi statiques, donc dynamiques et statiques, qui peuvent produire des applications à valeur ajoutée. Et puis peut-être pour finir d'être déjà trop long, simplement à chaque fois qu'on a des projets sur ces sujets, il y a bien sûr une question d'acceptabilité.
puisque certaines de ces technos peuvent intrinsèquement produire un risque, que ce soit pour les libertés individuelles ou tout simplement créer de nouvelles vulnérabilités. Et là, je pense notamment à des sujets de cybermenaces, avec une technodépendance qui peut produire ce type de vulnérabilité. Voilà, je ne suis pas plus long. Simplement pour finir aussi, parce que je crois que, en fait, là, je vais jeter quelques mots-clés. On va parler de Smart City. Je crois que le professeur Moreno va d'ailleurs commencer plutôt sur ce sujet. Mais on va parler de Smart City, on va parler de Safe City, on va certainement aussi parler de ville résiliente. J'étais encore hier avec Sébastien Merle, que vous devez connaître pour certains d'entre vous, qui est en charge de la stratégie de résilience de la ville de Paris, où on voit aussi que ça inclut, en tout cas la stratégie de la ville de Paris, inclut une petite partie de nouvelles technologies, mais c'est évidemment des approches qui sont beaucoup plus larges et qui sont aussi intéressantes. Donc sur la petite heure 20 que nous avons à passer ensemble, je vais tout de suite vous présenter donc, les 5 intervenants. En l'occurrence donc le professeur Moreno. Vous avez à chaque fois dans le programme, donc je ne vais pas vous le répéter ou le relire, mais vous avez à chaque fois le descriptif des bios, si je peux m'exprimer ainsi, des différents intervenants. Thierry Vincent, à sa droite, le colonel Morin, Gaël Musquet et Audrey Morel, sénateur. Voilà donc nos 5 intervenants. Merci encore une fois à eux. Ce que je propose juste en termes de règles du jeu, si je puis dire, c'est d'essayer de se faire les interventions qui sont pas complètement longues, de façon à vraiment essayer de se garder un petit temps d'échange avec la salle, et puis de façon éventuellement à ce que la parole puisse circuler entre vous, puisque ça peut être encore plus intéressant, un peu plus intéressant s'il y a des interventions qui se répondent. Donc comme je le disais, peut-être professeur Moreno, on connaît vos travaux sur la Smart City. Comment vous abordez ce sujet? D'où sort ce concept? Alors de Smart City, il est déjà un peu ancien, on peut peut-être nous en dire quelques mots. Et qu'est-ce que vient faire la Safe City? Est-ce que c'est un sous-ensemble de la Smart City? Comment vous dresseriez ça? Eh bien, merci beaucoup. Merci déjà aux auditeurs de Déclin, et je vais remercier, féliciter et exprimer ma reconnaissance et admiration à Patrick Clémence. Il le disait tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais surtout ça fait longtemps que je considère que Patrick est ce qui aujourd'hui concrétise cette chaire, et donc quand je l'apprends, c'est la première table ronde, on va dire par la chaire, et porte est une vision globale. Tu m'as parlé très longtemps, donc de cette vision effectivement holistique, systémique, qui permet de sortir ce qui fait évoquer tout à l'heure une vision tubulaire. Et cette notion de vision globale ouvre les portes pour des travaux beaucoup plus larges, des nouveaux horizons concernant les sujets qui sont les historiques de crise et la problématique donc de ville, qu'on peut appeler en tant que problématique l'intelligence urbaine et les villes sûres, par rapport à cette recherche qui aujourd'hui s'est traduite par un certain nombre de réalisations ici ou là. Donc il m'en convient de cadrer un peu le sujet. L'idée, c'est que ce ne soit pas très long pour pouvoir donner la place au débat, donc je vais juste planter quelques bullet points, on va dire, de ce qui sont mes travaux, qui sont des travaux très horizontaux, très systémiques, puisque je porte cette vision de la complexité urbaine. Donc, quand vous les avez aussi, j'ai beaucoup travaillé sur le concept de Smart City, on va dire, dès ses origines, même avant même qu'on parle de Smart City en tant que tel. Nous avons parlé des villes intelligentes, des villes numériques et durables, pour m'éloigner après de ces concepts, puisque je suis un de ceux qui, sur la scène internationale, donc ça va faire bientôt 7 ans, qui défendent donc une autre vision qu'on appelle les Smart City humaines, donc on touche plutôt à la ville vivante, et qui considère, ce qu'à juste titre disait Patrick, que le problème de la ville, des territoires, de la vie urbaine, et il est cadencé en fait par 3 problèmes majeurs.
le fait que la vie urbaine est devenue aujourd'hui les lieux majoritaires des villes des hommes et des femmes dans le monde, en Europe, en France, plus de 77%, 80% du territoire français est occupé, 80% de la population française vit dans 1/5 du territoire. Cette conférence, il y a 5 ans, il n'y avait pas de métropole, aujourd'hui elle a 17, elle sera dans de bientôt. Donc la vie urbaine, la vie métropolitaine, représente aujourd'hui un espace-temps, pour reprendre le mot de Patrick, qui est là les centres de gravité sociologiques, socio-économiques, socio-culturels. La vie urbaine représente aujourd'hui une culture urbaine, parce que les gens naissent et meurent de plus en plus urbains. Et cette culture urbaine est une culture également transmédia, par rapport à cette notion de temps qu'évoquait Patrick, parce que le temps il s'est raccourci, on est dans l'immédiateté. Aujourd'hui, donc, les devices, ce que l'on appelle donc l'ubiquité, est massive. Tout le monde possède 2, 3, 4 N donc appareils connectés. Dès la connectivité des hommes, on est passé à la connectivité des objets. Et aujourd'hui, on est dans ce que l'on appelle donc, une décennie d'hybridation technologique dans la vie quotidienne et qui est fortement enracinée de la vie urbaine. La vie urbaine ne serait pas du tout la même sans cette notion de device. C'est vrai à Paris, c'est vrai dans un des lieux dans lesquels il y a les moins de densité au monde qui est Ulaanbaatar, où il y a ce qu'on appelle des nomades. Quand vous allez au Ulaanbaatar, comme c'est mon cas, vous trouvez que les nomades sont plus nomades, et les yurts sont à centre-ville, au pied des immeubles qui font 4, 5, 6 étages, où ces gens qui étaient nomades aujourd'hui vivent dans l'habitat vertical. Et le troisième élément, c'est donc une ville qui est devenue servicielle dans ses modèles économiques, où donc on n'a plus de productivité dans les centres de biens matériaux, c'est une ville servicielle, et dans laquelle on a un processus urbain qui se caractérise par une problématique centrale. C'est une ville qui est devenue une ville de la méfiance. La ville est devenue un espace socioculturel extrêmement anxiogène. La ville est devenue un lieu dans lequel les mal-être qui s'expriment dans les inégalités traduit des territoires qui sont aujourd'hui vulnérables. Parce que nous avons des territoires dans lesquels le produit de la richesse est le produit de la pauvreté. Quand vous prenez des villes comme Le Caire, qui est une mégalopoles mondiale, donc il faut savoir que 0,5% du territoire qui est donc la concentration du Caire plus le delta du Nil produit 80% de la richesse de l'ensemble de l'Égypte, et que cette donc, concentration s'est traduite par une inégalité extrêmement forte. Cette notion d'égalité extrême qu'on peut voir dans des villes, métropoles, mégalopoles comme Le Caire, qu'on peut observer donc, à Mumbai, Chennai, qu'on peut observer partout dans le monde. Dans nos territoires français métropolitains, on l'a vu aussi, j'ai publié un article il y a quelques jours qui s'appelle « Mutation urbaine », anticiper les mutations urbaines, donc connaître le métabolisme donc, des territoires. Et on explique que contrairement à des affirmations de certains collègues scientifiques qui parlent donc de villes et périphéries et qui situent les malaises dans la périphérie par rapport au centre-ville, les études, y compris tout à fait récentes, donc, que je documente dans mon texte, montrent que dans les cas français, la pauvreté elle s'installe dans les centres urbains. La pauvreté aujourd'hui elle s'est bien en ville, y compris à Paris, y compris à Lyon, y compris à Marseille. Et que donc l'opposition qu'on fait de l'insécurité, qu'on fait par rapport à un certain vœu de ramener un certain ordre à notre pays, en disant on oppose la ville et les territoires, ou le centre-ville et la périphérie, ou le centre par rapport à ce qu'on appelle les quartiers, ce sont donc des erreurs d'analyse sur ce qui est la vraie problématique urbaine. Et donc je disais au Paul Seif, c'est lors de l'interview que j'ai donnée, que la problématique de la sécurité, elle passe aujourd'hui par quelque chose de différent, mais qui est lié à la complexité de la vie urbaine, qui s'appelle la confiance. Qu'est-ce qui est de différent quand vous êtes à Oslo, quand vous êtes à Copenhague, quand vous êtes à Helsinki, quand vous êtes à Reykjavik, pour parler des 4 lieux dans lesquels vous êtes tranquille à 3h du matin, les phénomènes d'incivilité sont moins prononcés, il y a une notion de confiance.
Cette notion de confiance, elle est aujourd'hui une notion qui est au cœur des problématiques de sûreté et de sécurité dans un certain nombre de villes, de territoires, et qui constitue le chaînon manquant, de mon point de vue, entre la continuité et la rupture, pour reprendre le sujet que vous évoquez. Les climats anxiogènes des villes aujourd'hui, il est inhérent. L'étude de la Banque mondiale qui date de 2008, qui s'appelle « Considérer les territoires urbains comme des catalyseurs », montre, je vous invite à les lire, montre par un panel très large que la ville génératrice de richesse est par définition génératrice d'exclusion et que donc cette hiatus, ces gaps qui existent et qui existent de manière très forte, il a une intersection non vide puisque cette intersection c'est la méfiance de l'autre. Le phénomène de la métropolisation, de la globalisation, le phénomène de l'ubiquité avec les traces médias culturelles et la facilité des voyages qui se font aujourd'hui dans le monde entier. Je vous invite à lire un article que j'avais écrit il y a 6 mois sur une courbe comparative de la mobilité dans les territoires dans l'horizon d'un siècle, donc aux 5 ans, montrait qu'il y a 80 ans même, pour se déplacer donc en Europe il fallait 4 à 5 jours, et pour aller sur un point de la planète il fallait, en fonction du lieu, entre 20 et 30 jours. Aujourd'hui c'est une demi-journée au pire en Europe, et 2 jours au pire n'importe où dans la planète. Donc ces phénomènes, donc côté médiatisé, s'est traduit effectivement par, dans cette intersection des villes anxiogènes, un phénomène de méfiance par rapport à l'autre, par rapport à celui qui est différent, par rapport à l'inégalité, par rapport à un certain nombre de sujets qui produisent donc, par absence de confiance, un terreau qui vient se compliquer quand on a des revendications de nature culturelle ou extrémistes qui viennent s'aimer la panique dans le territoire. Je ne vais pas m'allonger là-dessus, mais... Mais alors, est-ce que c'est ce qui crée ce besoin de safety, ou alors est-ce que c'est pour ça qu'on commence à beaucoup entendre parler de ce... La safety, je le disais il y a quelques jours, vous avez cité les travaux de la ville de Paris, donc je pense que c'est connu mon rôle auprès de la maire de Paris, puisque je suis un envoyé spécial sur un temps de sujet des villes intelligentes. Je fais partie de ceux qui considèrent que la vision globale que Patrick nous promettra tous depuis bien longtemps sur cette problématique-là, elle doit être une vision qui intègre en même temps une vision des cultures urbaines, une vision de sécurité économique, c'est-à-dire des créations de valeur dans la distribution, une notion de sécurité écologique, c'est-à-dire de la production de nouveaux circuits de consommation-distribution et de tenir compte de la fragilité des ressources et de tenir compte de l'enjeu climatique, ce qu'a dit Sébastien Merle hier à Chez-Léonard. Et l'élément donc je disais culturel, économique et écologique, et également, bien entendu, des cohésions donc, par rapport aux infrastructures, puisque vous ne pouvez pas garantir donc, cette continuité dans un territoire où à partir des 11h du soir, vous ne pouvez plus rentrer à l'endroit où vous logez. Voilà. Donc, la notion de safe city, pour moi, c'est la convergence d'un enjeu culturel, d'un enjeu économique, d'un enjeu sociologique, d'un enjeu écologique, et la manière comme on l'aborde, elle s'est faite par une vision également technologique, où tu parlais également de nanomatériaux et de la technologie générale, mais elle s'est faite par une vision d'inclusion sociale, et elle s'est faite par une vision également de réinvention de ces infrastructures, puisque la technologie doit jouer un rôle d'infrastructure. Quand vous avez des places publiques qui sont conçues pour les habitants, donc il y a un enjeu de rencontre qui, lui, il est porteur de confiance et qui, aujourd'hui, change la manière comme on peut appréhender l'espace public. Je me suis inscrit en faux, je l'ai dit sur la ville de Paris, par exemple, de chantier. Donc, on a souvent pensé que l'espace public, il est porteur d'insécurité. Et en fait, quand on étudie tous les grands travaux, tous les grands chantiers dans les grandes villes du monde sur l'espace public, eh ben, c'est parfaitement faux. Nous allons recevoir lundi 11 et mardi 12 les sommets mondiaux des Fab City. On va les amener faire, donc je vous invite à aller, les canals de l'Ourcq entre Stalingrad et Pantin, où s'est installé
tous les postes, tous les kiosques de Fab City, des makers du monde entier. Ceux qui, les garçons et les filles qui ont 11 ans ne vont pas s'en souvenir, mais ceux qui sont plus âgés, nous souvenons que ces lieux, entre Stalingrad et les portes de la Villette, c'était un coup de gorge il y a 20 ans. C'était un endroit où il y avait des putes, des drogués, des dealers, et on ne mettait pas les pieds. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a encore des sensibilités, il y a des agressions. Il y a quelques jours, il y a un jeune garçon qui a été jeté à l'eau au col de Lourdes parce qu'il résistait à se faire piquer son portable. Donc je ne veux pas dire que tout est... Mais les taux d'insécurité dans cette zone-là, il est devenu franchement ridicule versus le nombre de personnes qui les fréquentent. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans de travaux sur le canal des Lourdes? C'est qu'on a créé des lieux de vie, des espaces de vie où il y a des zones vertes dans lesquelles on peut s'asseoir, dans lesquelles on peut manger, dans lesquelles on peut pique-niquer, dans lesquelles on peut jouer au foot. Il y a la Villette, il y a les cinémas en plein air, il y a plein de jeux, il y a l'eau, etc. On a créé des lieux de vie. Et toutes les études montrent que plus on crée des lieux de vie, plus la culture urbaine transmédia, associée à cette culture de l'urbanité, crée un phénomène, ce qu'on appelle dans la complexité donc, holistique des métropoliens, c'est-à-dire des autorégulations qui permettent de créer une espèce de centrifugeuses par rapport à ces sensibilités. Et donc, c'est un phénomène extrêmement intéressant. Bien sûr, on n'y peut rien par rapport donc, à un extrémiste qui se réclame des islam radicales et qui arrive avec les Kalachnikov et qui tire sur tout le monde. Là, je pense qu'il pas il peut. C'est les nouveaux phénomènes que nous avons maintenant depuis 10 ans, avec la radicalité islamiste incontrôlable, parce que c'est des individus pratiquement qui fonctionnent de moins en moins en réseau. Hein. Ils n'ont plus de Kalachnikov, hein, c'est un couteau, parfois un marteau, hein, donc voilà, c'est beaucoup plus difficile. Qui est un problème vraiment de sécurité, d'intelligence, l'intérieur les savent aussi, et des détections de la radicalité. Mais moi je parle des villes, donc je ne parle pas des individus, je parle des villes, et donc je dis que le rôle aujourd'hui de la ville safe, il est de tenir compte de ces aspects-là pour avoir donc de nouvelles civilités. Et ça joue beaucoup, et toutes les nouvelles mobilités des transports jouent un rôle de détente également. Je trouve terrible qu'on soit très mal aujourd'hui avec les Vélib à Paris, les Vélib, ses extensions, les trottinettes électriques, tout ce qui contribue à faire de la voirie et de l'espace public des lieux de rencontre, bénéficie directement. J'ai étudié, Patrick Dessay, le phénomène de Medellín, la ville qui était parmi la plus violente au monde. J'ai des photos de places dans lesquelles les camions ramassaient les cadavres tous les samedis matins. C'était comme les déchets, il y avait un jour de passage. Voilà, donc les samedis, ils ramassaient, mais c'était pas 2 ou 3. Donc c'était l'époque de Pablo Escobar, tout le monde connaît Netflix, Los Narcos, El Patron, tout ça. Voilà. C'est une ville qui aujourd'hui est devenue exemplaire dans son traitement. Et la catharsis a été faite par les espaces publics, par les street art. Aujourd'hui, des gens de 12 ans qui étaient payés $85 pour aller tuer un gars, aujourd'hui, c'est eux qui vous font la visite guidée de tous ces lieux-là où il y a des escaliers électriques, donc on pourra éviter que les gens marchent comme des malades. Il y a le métro-câble, la ligne des transports aériens au monde la plus développée, et c'est pas du tout une ligne des transports, c'est des espaces de vie, c'est des lieux de vie, c'est des lieux de rencontre. C'est ça qui a tout changé, et c'est ça qui a créé un climat d'apaisement qui a fait que ce phénomène que j'ai expliqué des métropolieuses, des autorégulations, s'est produit. Il y a eu une centrifugeuse qui s'est mise en place, et à ce moment-là, eux-mêmes, ils ont commencé à sortir des jeux tous ces gens qui allaient voir les gosses à 14 ans pour dire écoute, avec $80, voilà, tu vas tuer un mec, et tu t'appelles le soir, et tu vas te payer à la Game Boy, voilà. Bon, ok, donc c'est une vision plutôt positive là, de ce que vous dites de la Safe City, donc, mais c'est une vision là, pour le coup. Je trouve que la ville était anxiogène, par définition aujourd'hui, mais que une vision de Safe City aujourd'hui doit traiter de manière positive la problématique des. Ouais. Je parle de safe, je ne parle pas de sûreté. La sûreté, c'est un domaine différent, très technique, extrêmement. Il faut beaucoup d'équipements, des services d'intelligence, etc. Je ne parle pas de sûreté, je parle de safe. Qu'est-ce qui fait se sentir en sécurité
dans une ville. Hein. Je ne parle pas d'être safe chez moi, éviter qu'il y ait des mecs qui viennent me voler, ma télé, mon machin, mon truc, mon vélo. Non. Je parle de la ville en tant que telle. Qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre de sécurité de confiance, quand je me promène dans ces lieux, ou qu'est-ce qui fait que je sois complètement tétanisé et que... Non, c'est compris. Merci beaucoup. Alors peut-être, alors je ne sais pas si le ministère de l'Intérieur participe au sentiment de sécurité dans la ville, je vous présente, mais je voudrais passer la parole à Thierry Minson. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots comment vous, alors je le dis en deux mots, mais vous êtes haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, vous êtes conseiller à la DEMISC, donc à la délégation ministérielle des industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces. Comment vous intégrez cet aspect Safe City, alors peut-être sous un angle plus, pour le coup moi je le voyais plus techno, mais avec la profusion de données que l'on sait, etc. Comment vous intégrez ça dans vos travaux? Alors, dans vos doctrines. Le ministère de l'Intérieur, c'est avant tout le ministère de l'urgence et de la sécurité, on va dire plutôt sécurité publique. Hein, donc l'esprit est plus important que le ministère du flicage, hein, je le dis bien. Et en tant que ministère de l'urgence, il est chargé de réagir à toutes les qui viennent, tout comme d'abord des agressions, des crimes et délits, mais aussi des catastrophes technologiques, naturelles et routières. Voilà, donc on est face à cette nécessité d'organiser à la fois la réponse et les secours. Et là, dans ce domaine, donc le ministère de l'Intérieur organise la réponse avec la police nationale, la gendarmerie nationale et les différents services spécialisés, notamment quand c'est une menace, comme le disait Carlos, une menace terroriste. Et donc, de l'autre côté, toute la partie secours, c'est avec, bien sûr, la sécurité civile et les sapeurs-pompiers. Bien sûr, en lien avec, on va dire, les chemises blanches du ministère de la Santé et donc l'organisation des secours via les hôpitaux. Donc, vous voyez, donc, le ministère de l'Urgence est obligé de prendre en compte toutes les évolutions. Alors les évolutions, Carlos l'a dit, il y a cette hybridation où l'homme devient un peu plus, on va dire, servile par rapport à ses propres technologies qu'il a développées. Et donc on a bien perçu depuis plusieurs années la nécessité de voir avec les collectivités, parce que le ministère de l'Intérieur est aussi le ministère des collectivités territoriales. Et, alors pour les cultes, je n'en parlerai pas, mais des collectivités territoriales. Et là, c'est très important parce que les collectivités territoriales sont celles qui participent à l'organisation des secours, mais les collectivités territoriales œuvrent avant tout à la création de nouvelles infrastructures et aussi à l'organisation de la ville, de la définition de où est-ce qu'on bâtit, où est-ce qu'on ne bâtit pas, qu'est-ce qu'on garde en espace naturel, qu'est-ce qu'on développe en outils économiques, les zones commerciales et puis les zones industrielles. Voilà, alors donc il y a tout ça, et puis bien sûr le ministère de l'Intérieur participe à l'organisation via les opérateurs d'infrastructures vitales. Donc, alors, on n'a pas le droit de donner la liste, bien sûr, elle est très secrète, mais grosso modo, on tourne autour des objectifs qui, en fait, sont développés par la ville, la ville intelligente, la Smart City, qui sont les énergies, les différentes énergies, que ce soit l'eau, l'électricité, le gaz, la communication, les communications. Alors on va dire d'un côté la mobilité avec les transports, de l'autre côté avec les télécoms, la fibre et tout ça. Et puis il y a aussi cet aspect, donc le ministère de l'Intérieur est aussi le gardien des libertés fondamentales et des libertés publiques. Donc c'est aussi cette notion en lien avec les collectivités
collectivités, il organise l'état civil, il crée des cartes d'identité, des passeports, et donc vérifie l'identité, la réalité de l'être humain. Et là, on touche au domaine que Carlos Moreno évoquait aussi, c'est cette notion de préservation de l'essentiel avec cet outil éthique. Et on revient donc forcément à ce contrôle ou cette évolution par rapport à, eh bien, il y a des caméras de vidéosurveillance ou de vidéoprotection, selon qu'on se situe dans le clan d'Alain Boer ou pas. Hein, et c'est important donc de voir aussi qu'est-ce que l'évolution technologique et l'évolution industrielle apportent comme solution pour résoudre des problèmes. Alors, on arrive très vite à des problèmes qui sont liés à l'éthique, et en lien avec la CNIL, bien sûr, on aborde ce souci. Est-ce qu'on veut devenir un pays complètement surveillé avec les caméras, et donc on traverse en dehors d'un passage pour piétons et le lendemain vous avez déjà l'amende chez vous, comme ça se passe en Chine, ou pas? Voilà, donc on est aujourd'hui à une heure de débat, et Patrick Laclémence l'a rappelé, de débat éthique. Est-ce que la ville intelligente est aussi intelligente que ça, et est-ce qu'elle est aussi sûre que ça vis-à-vis de toutes les libertés, et notamment de la liberté individuelle, mais aussi de la liberté de propriété et donc la garantie de la propriété industrielle. Et là, les services aussi du ministère de l'Intérieur, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, contribuent au conseil des entreprises en vue de ne pas se faire piller, voler, enfin voilà. Donc vous voyez, le panel du ministère de l'Intérieur est extrêmement large, et donc il y a un souci d'une cohérence qu'on essaie de... Comment vous gérez l'aspect vraiment éthique du sujet? Quels sont les garde-fous au-delà de la CNIL et... Après, c'est dans ce domaine, il y a un Parlement. Hein. En France, on a encore la chance d'avoir un Parlement. Donc, un Parlement équilibré, bicaméral. Et là, donc, c'est à chacun... Il y a aussi le jeu des influences. Vous voyez, il y a des grandes entreprises qui ont développé des systèmes de contrôle d'identité, voilà, et qui sont vendus à l'étranger, mais qui ne peuvent pas être vendus en France. Voilà, donc, vous voyez, on voit des barrières éthiques qui sont qui sont franchies par certains et pas par d'autres. Donc, il n'y a pas du tout de mécènes de chez vous qui jouent dans cette... Voilà, on va doucement descendre dans le sujet gestion de clés, mais une question un peu précise sur la vidéo, sur tout ce qui est reconnaissance faciale. Oui, alors le ministère de l'Intérieur se situe plutôt dans l'optique de la vidéoprotection plutôt que de la vidéosurveillance. Là, ça c'est clair et net. On est là pour pas surveiller a priori, mais on est là surtout avec la police et gendarmerie pour résoudre des affaires. Hein, voilà. C'est vrai qu'il y a plutôt une tendance à améliorer le taux d'élucidation que le taux de prévention. On n'est pas encore dans les outils prédictifs de cette façon-là. Alors, sur l'intelligence artificielle, je serais tenté de dire, un peu comme Patrick l'évoquait, comme l'intelligence économique. C'est vrai qu'au bout du compte, on a plus eu l'impression de faire des économies d'intelligence que de faire de l'intelligence économique. Attention que, je suis peut-être méchant, mais l'intelligence artificielle travaille sur les données qui ont été fournies à l'intelligence. On parlait de signaux faibles, justement, avec toi tout à l'heure, et les signaux faibles, l'intelligence artificielle ne va pas les donner, elle ne va pas les détecter. Voilà. Donc ça, c'est très important. Alors, je sais qu'il y a des grands groupes qui travaillent beaucoup ils sont mécènes d'ailleurs, sur l'intelligence et la meilleure utilisation de l'intelligence, on va dire, mécanique ou presque quantique, sur le renseignement. On travaille avec eux. Bon, là c'est un cadre un peu plus discret, on va dire.
Je voulais juste dire aussi à propos des sapeurs-pompiers, regardez aussi l'impact de l'outil dans son côté négatif sur les méthodes des sapeurs-pompiers. Je parle du NBC. Autrefois, enfin, de mon temps c'était NBC, maintenant il y a NRBC, etc. Et en fait, les sapeurs-pompiers ayant à intervenir sur des situations d'urgence ont été amenés à s'adapter et à développer des techniques, des méthodes, et ça, je crois que le colonel Morin va nous en parler, qui est très spécifique et qui, en fait, s'adapte à la situation. Et je crois que ce soit vis-à-vis de la préservation de l'eau, vis-à-vis d'une eau potable, parce que on l'a vu pour les catastrophes naturelles, mais si c'était une attaque NBC, ce serait la même chose. La préservation du réseau électrique, mais aussi, donc bien sûr, je crois que vous allez être amené forcément à être en pointe et associé au développement de quelle méthodologie adopter pour intervenir sur un bâtiment complètement HQE ou complètement branché, enfin, de 5G, 6G, etc. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a matière à réflexion aujourd'hui sur quelles seront les méthodes d'intervention face à des choses qui peuvent avoir aussi un contre-choc et devenir un danger pour ceux qui interviennent. Parfait, merci. Donc peut-être oui, passer la parole à Audrey Morel, sénateur, qui est directrice du CERISC. Peut-être avant de vous poser la question à laquelle je pense, peut-être vous présenter en 2 mots le CERISC, qui n'est pas totalement connu de tous et toutes. Oui, merci. Merci très rapidement. Alors je travaille à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Je ne suis pas officier moi-même. Ça fait quelques années que je travaille à l'école à l'ENSOSP, mais quand on commence à travailler dans le domaine de la sécurité civile, on a du mal effectivement à s'en éloigner. Alors le CERISC, pour Centre d'études et de recherche interdisciplinaire sur la sécurité civile, est le fruit de quelques années de développement d'une méthodologie un petit peu atypique, parce que la recherche c'est quand même le bastion, le bastion de l'université en tant que tel, des établissements scientifiques. L'ENSOSP dans ses missions, les études et la recherche. Et à l'ENSOSP, on a commencé à développer une méthodologie qui s'appuie en fait sur des communautés métiers. Alors, je suis juriste de formation, on a commencé avec les juristes et puis naturellement avec d'autres communautés métiers, donc plus opérationnelles, et en partenariat avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, les chefs de groupement d'opération, les préventionnistes, les administratifs et financiers. Et à partir en fait de l'animation de ces réseaux métiers-là, on peut faire émerger, par le biais d'échanges, de rencontres annuelles, parce que les nouvelles technologies facilitent effectivement les échanges, mais rien de vaut effectivement une rencontre au moins annuelle pour pouvoir se faire confiance, se rencontrer, se faire confiance, on revient là-dessus. Et donc faire émerger des problématiques qui a priori ne sont pas si évidentes que cela et envisager des journées métiers, colloques, peut-être dossiers aussi de notre revue qui s'appelle Perspective, la revue de l'ENSOSP, et en transversalité avec toutes les divisions de formation de l'ENSOSP, plusieurs représentants sont présents, notamment ceux qui travaillent justement dans le cadre de la charte de recherche dédiée à la gestion de crise, faire des colloques, approfondir ces problématiques-là. On a quelques chercheurs en interne, en sciences de gestion, puis on va bientôt avoir une 4e bourse doctorale, plutôt en sciences humaines et sociales, droit, gestion, sciences économiques, et puis psychologie sociale, travailler sur tout ce qui est facteurs humains, facteurs d'influence sur les prises de décision, processus de décision. Voilà. Ok, super. Sur le sujet CFCT, donc vous travaillez, de quelle manière vous travaillez là-dessus? Quels sont les points d'accroche, si je peux dire, avec le sujet? Depuis combien de temps et avec qui? On a 4 axes pluridisciplinaires de recherche auxquels finalement on peut raccrocher les nouvelles technologies et les smart cities notamment, et puis toutes les problématiques qui sont liées à l'aménagement du territoire et des interventions qui conditionnent aussi les interventions des sapeurs-pompiers dans le territoire. Ces 4 axes de recherche sont assez vastes pour pouvoir justement y raccrocher ces thématiques-là.
On a tout ce qui tourne naturellement pour une école de formation autour de ce qui est innovation, pédagogie, formation, pédagogie par la simulation. Et donc les données qu'on peut recueillir au travers de villes intelligentes qui se développent, on a parlé de Nice, mais aussi également Dijon, il y a le métropole, Rhône-Alpes, etc. Qui fait qu'au travers de nos correspondants dans les départements, on peut, et au travers aussi du retour d'expérience, parce qu'on l'idée aussi c'est de mutualiser les connaissances par le biais du retour d'expérience. On a un docteur en sciences de gestion qui s'occupe de cette thématique à l'école nationale, de recueillir un certain nombre de données pour pouvoir former par la simulation au travers donc, de ces données-là qui nous remontent par ces villes notamment et ces territoires-là, ces territoires intelligents. On a également un axe qui concerne tout ce qui est chaîne de commandement, gestion des situations d'urgence, catastrophe et crise. Et là, naturellement aussi, tout ce qui est donné qui peut faciliter la prise de décision et le commandement, tout ce qui peut s'intégrer dans le système d'information. Aussi, c'est un axe de recherche important, puisque ensuite on forme à des concepts d'emploi de ces systèmes d'information-là. Donc, naturellement, ces questions nous préoccupent. Et puis, on a un dernier axe qui est assez vaste aussi, et qui correspond tout à fait aussi aux questions et aux problématiques évoquées par Carlos Moreno, qui est risques émergents et développement durable. Et donc, la Smart City, le thème, c'est effectivement continuité et rupture. Pour les primo-intervenants que sont les sapeurs-pompiers, avoir une information qui arrive en quantité et qui peut se transformer, bien heureusement, avec le citoyen également, pour ça, l'association Club, mais aussi le Bon Samaritain, etc., on en parlera certainement, peut faciliter les conditions d'intervention des sapeurs-pompiers. Mais en cas de rupture technique, technologique, on parle effectivement des bâtiments aussi qui sont hyper équipés. En cas de rupture, ce progrès-là peut constituer effectivement une difficulté un frein pour les primo-intervenants qui sont les sapeurs-pompiers. Donc on travaille effectivement toutes ces questions au travers de mémoires dans le cadre de la formation de nos officiers, au travers de bourses doctorales, et donc ce sera une thématique sous-jacente d'un doctorant et de celui aussi qui sera appliqué par la chaire de recherche sur le rôle des services d'incendie et de secours dans la résilience des populations et le rôle justement que peut avoir ces services-là, les sapeurs-pompiers dans les villes intelligentes, les Smart City, Safe City. Donc on a les travaux d'officiers et puis l'idée c'est effectivement de publier les uns et les autres et de pouvoir vulgariser ces connaissances, les connaissances qui sont diffusables naturellement sur notre portail national des ressources et des savoirs qu'on a vocation en fait à développer à l'échelle européenne dans le cadre d'un projet européen qui est coordonné par le pôle de compétitivité Self-Cluster pour Firing, côté effectivement protection civile. Ça change un truc, c'est vrai. Vous êtes en charge de la mise en place d'une plateforme logicielle Internet pour recenser l'ensemble, en tout cas un maximum, je crois qu'il y a 1000 experts. L'objectif c'est d'avoir 1000 experts recensés sur la partie sortie de rescue au niveau européen. Effectivement. Bon, alors, donc ça veut dire que vous transformez un peu, alors vous êtes en veille, vous voyez un peu ce qui se passe côté Safe City, vous voyez les travaux de recherche que vous pouvez mener, et ensuite vous les transformez ou vous les intégrez à vos doctrines d'emploi. Alors, doctrine d'emploi, non, puisque à l'école, en tant que telle, en fait, on peut former à du concept d'emploi et de la doctrine qui est élaborée par l'État, la Direction générale de la sécurité civile et la gestion des crises. Mais les Safe City et Smart City, dans le cadre de l'aménagement du territoire, font partie des programmes de formation et pour la prochaine promotion des colonels, oui, ça fait partie du programme de formation avec une intention particulière d'ouvrir des modules dédiés à ça. Oui, absolument. Là, c'est tout récent. C'est tout nouveau. D'accord. Évidemment, première sur ce sujet-là et avec un approfondissement particulier avec tous nos partenaires. D'accord. Alors, transition là, donc, vers le colonel Morin qui pour le coup, va nous dire peut-être de manière très pratique. Moi je l'ai compris comme ça quand on s'est parlé par téléphone il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça change dans vos métiers quand vous êtes en mode d'intervention? Qu'est-ce que cet aspect Safe City, alors peut-être encore une fois traité sous un angle un peu technologique là,
Mais qu'est-ce que ça vient modifier? Quels sont les premiers enseignements que vous retirez de ce nouveau contexte qui est en train de se former autour de nous? Bien, bonsoir à tous. Le sujet, c'est continuité et rupture. Alors, on pourrait déjà se poser la question, moi, à mon niveau de sécurité civile, c'est-à-dire la sécurité civile, c'est la mise en œuvre pour faire simple, de moyens nationaux, mais aussi, bien évidemment, vous le savez, de tout le maillage départemental des presque 240 ou 250 000 sapeurs-pompiers. Continuité et rupture de quoi? Alors, quand je réfléchis, je m'aperçois que c'est d'abord une continuité ou une rupture d'un rythme. On s'aperçoit en fait que la vie dans les zones urbaines est de plus en plus rapide et que ça s'accélère de plus en plus, et que tout ce qui met un frein devient absolument inadmissible aux citoyens. Un exemple, si en zone urbaine on intervient en 8 à 10 minutes, si un jour on est en retard, vous aurez forcément à un moment donné des citoyens qui ne nous en voudront pas et des citoyens qui trouveront ça absolument inadmissible. Ce n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années, et bien aujourd'hui c'est le cas. Ensuite, il y a aussi une continuité, une rupture de quoi? Continuité et rupture de la confiance. Et là, on est plutôt dans la qualité de vie. Il y a maintenant un véritable besoin au niveau du citoyen de faire progresser sa qualité de vie ou de conserver sa qualité de vie. Et là, on est dans la Smart City ou la Safe City, je vais vous expliquer pourquoi. Alors la qualité de vie pour nous, sécurité civile, sapeurs-pompiers en particulier sur le terrain, mais aussi tous les moyens nationaux, des forces militaires, des moyens aériens pour les feux de forêt, c'est pouvoir mettre à disposition, en tout temps, en tout lieu, au bon moment, des moyens qui leur permettent de ne pas voir leur forêt partir en fumée. En tout cas, toute leur forêt. C'est ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors là, c'est pas très zone urbaine, sauf qu'il y a aussi la zone urbaine, les espaces périurbains. Mais en zone urbaine, vous avez aussi des feux d'appartement. Quand vous avez un feu d'appartement, il est bon ton que le feu reste dans l'appartement et ne parte pas dans tout l'immeuble, comme ça s'est passé il y a peut-être déjà l'année dernière, à Londres, où il y a eu près de 70 morts. Donc ça, c'est pas très Smart City, Safe City. Alors, partant de ce constat, nous, on est au service du citoyen. Et on doit être aussi au rythme des citoyens, on doit écouter leurs besoins. Donc, on ne doit pas faire notre guerre de notre côté, mais on doit effectivement, quelque part, comprendre pourquoi ça s'accélère et pourquoi ils demandent encore plus de qualité de vie et pourquoi il y a des choses qui deviennent inadmissibles. Donc quand on parle de Smart City et de Safe City, là je rejoins le concept global que j'ai entendu il y a quelques minutes. En fait, c'est un concept effectivement qui lie l'environnement et le social et qui est un concept qui doit mettre en fait en équilibre les institutions, l'entreprise et le commerce et le citoyen. C'est ça ce véritable concept de Smart City. Et quand on parle de Safe City, je serais peut-être un petit peu provocateur, mais on ne parle pas vraiment en fait de secours. Je ne parlerai pas de sécurité, c'est très particulier. On ne parle pas vraiment de secours, ce n'est pas le cœur du sujet en définitive. Sûr, pour moi, égale durable. Et si la ville est durable, eh bien les citoyens ont confiance en cette ville. Les secours, ils sont ce qu'ils sont dimensionnés en France. Et même si on parle sécurité, effectivement, il y a des agressions, je peux vous dire, à mon avis, après quelques lectures, que la pollution tue beaucoup plus que les agressions dans la rue. Et c'est dans ce sens-là aussi que safe égale durable. Alors dans ce contexte-là, il faut que les secours puissent effectivement être à l'écoute du citoyen. Est-ce qu'on va effectivement vers une accélération permanente, donc intervenir encore plus vite, ou est-ce qu'on va vers la qualité de vie pure et simple, c'est-à-dire que on doit répondre effectivement à un besoin, notamment par exemple dans le secours à victimes, le besoin de médicaliser, d'avoir de plus en plus de médecins dans l'urgence, c'est-à-dire de porter l'hôpital, comme c'est le concept dans la sécurité civile, de porter l'hôpital dans la rue pour pouvoir sauver le plus de gens possible. Alors, dans ce cadre-là, moi je dirais que les secours, en règle générale,
sans rentrer dans la technique de tout un tas d'interventions de catastrophes naturelles, 80-85% des missions des sapeurs-pompiers, c'est du secours à victimes. Et donc actuellement, c'est un jeu qui se joue encore à 3. Le sapeur-pompier, le médecin de SAMU et les ambulances pour celles qui font d'urgence. Et là, il y en a de moins en moins. Eh bien, je pense que si on évolue vers la Smart City, eh bien, ça sera un jeu à 4. C'est-à-dire qu'il va y avoir un nouveau concept qui s'appellera le Smart Citizen. C'est-à-dire que de toute façon, on ne pourra pas faire de la sécurité civile, on ne pourra pas faire du secours, si effectivement on n'évolue pas vers un citoyen qui s'engagera véritablement comme collaborateur du service public. Actuellement, il y a des essais avec des applications, effectivement, et c'est le citoyen en fait qui utilise une application ou on leur met à disposition une application comme Staying Alive pour les bons samaritains. Mais si vous voulez, il n'y a pas une organisation véritable et une introduction du citoyen dans le service public. En France, c'est encore, l'État s'occupe de tout, ne vous inquiétez pas citoyens, on est encore à ce niveau-là. Je pense que ça, il va falloir casser ce système-là et en trouver un autre. C'est possible, c'est en cours, pour qu'en 2030, parce que la Smart City, la véritable Smart City, c'est pas demain, c'est après-demain, pour qu'en 2030, effectivement, ça soit un jeu à 4. De toute façon, ça ne peut être qu'à 4, parce qu'en 2030, il n'y aura pas assez de moyens pour pouvoir intervenir correctement dans la métropolisation, toutes les zones urbaines qui sont en train de se développer. Alors, former le citoyen. Former le citoyen. Alors, il y a effectivement deux volets intéressants. Et en matière de secours, il y a ce qu'on appelle le continuum de la prévention, la prévision et l'opération. Et en fait, ces trois concepts-là sont indissociables. Alors, je vous parlais de mots durables, donc de ville durable. Donc dans ce cadre-là, effectivement, là je rebondis sur le propos que j'ai entendu là il y a 5 minutes, et là je parle de prévention. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, c'est comment éviter le risque. Qu'est-ce que la Smart City, Safe City, vous appelez ça comme vous voulez, comment éviter le risque, effectivement, face à tout ce qui va se créer dans ces nouvelles villes. Mais dans ce cas-là, il va falloir parler de nouvelles normes de prévention, et il va falloir effectivement construire de manière extrêmement sûre. Voilà. Voilà. Donc encore un nouveau mot, d'ailleurs, c'est Smart Building, Smart ce que vous voulez. Là, il y a un véritable challenge, parce qu'en fait, il y a d'un côté, si vous voulez, la prévention à l'anglo-saxonne, qui dit de toute façon, ça n'arrive qu'une fois tous les 100 ans, donc on ne fait pas. Bon, on voit ce que ça donne parfois. Et puis, il y a la version plutôt française, qui dit non, ça arrive peut-être qu'une fois, mais le jour où ça arrive, ça fait mal, donc on va faire. Donc ça, du côté des secours, pour l'évolution de la Smart City en matière de prévention, je pense qu'on ne lâchera pas de morceau. Ensuite, vous avez la prévision, c'est-à-dire anticiper le risque. Moi, j'aime pas le mot prédictif. Je crois que du côté de la sécurité, de la police et de la gendarmerie, c'est pas trop bon. Moi, je parle tout simplement d'anticipation, c'est-à-dire le coup d'avance. Oui, voilà, c'est déjà pas mal. Et donc, dans ce cadre-là, la problématique de la prévision et de l'opération, si vous voulez, la prévision, c'est le risque est quand même apparu, il y a eu le feu dans l'appartement, mais on a mis à disposition des sapeurs-pompiers dans le bâtiment des outils qui lui permettent d'agir efficacement et en sécurité. L'opération, c'est qu'il n'y a plus rien qu'à marcher. Voilà. Le bâtiment est parti en feu, il n'y a plus rien, et dans ce cas-là, c'est le professionnel, le sapeur-pompier qui agit avec ces méthodes. Et dans ce cas-là, la Smart City pourrait effectivement nous aider pour prendre des décisions efficaces et éventuellement d'anticiper l'alerte, l'information, une meilleure intervention. Alors je finirai après par en insistant sur l'intérêt véritable et assez concret d'une évolution vers un horizon 5 à 10 ans de ce qu'on pourrait appeler une Safe City, c'est-à-dire une ville en toute confiance. En fait, vous avez 6 capacités. 3 capacités qui vont dans le sens du rythme
donc à l'écoute des citoyens, éventuellement de son accélération de rythme, de sa vie, subie ou pas par eux. Et puis 3 capacités qui vont plutôt dans la qualité de vie, c'est-à-dire la résilience, c'est-à-dire l'urgence, c'est effectivement pour nous la dictature du chronomètre. Donc on va effectivement dans le sens du besoin du citoyen. Mais c'est aussi la capacité à pouvoir projeter tout de suite le bon moyen pour sauver sur place. D'accord ? Et c'est là dans le sens où il faut être aussi résilient de notre côté. Alors, la première capacité, donc, c'est un petit peu 3 capacités d'anti-rupture du cycle. Voilà. On évite que le rythme s'arrête. On fait en sorte que la vie économique, entre autres, entre parenthèses, nos élus sont très attentifs à ça, en disant c'est bien la catastrophe, vous sauvez des vies, mais quand est-ce que je vais pouvoir continuer, recommencer la vie de l'entreprise, tous les flux de la ville. Donc c'est ce qu'on appelle le smart transport. J'emploie des mots qui sont un peu médiatiques, mais au moins c'est des points de repère. C'est la rapidité d'intervention et l'adéquation des moyens. Voilà. Donc tout système qui permet effectivement d'être encore plus rapide et de pouvoir envoyer les bons moyens au bon moment, en tout temps, en tout lieu. La deuxième capacité anti-rupture, c'est la gestion de l'alerte et le traitement des appels. Là, je prendrai l'exemple par exemple de l'intelligence artificielle, c'est les chatbots. D'accord ? Donc ça existe déjà. On peut aller encore plus loin, c'est-à-dire il y a la reconnaissance de mots pour pouvoir aiguiller encore plus rapidement vers un opérateur métier, mais vous pouvez aller jusqu'à la reconnaissance d'intention sur les réseaux sociaux. Il y a des études en cours, en particulier avec le CNRS et le NESDUL, dans ce domaine-là, avec des linguistes. Une troisième capacité anti-rupture, c'est la formation du personnel. Il ne faut jamais oublier ce volet formation, c'est-à-dire utiliser en fait tous les moyens, les nouvelles technologies, toutes les données, pour pouvoir former en permanence, s'adapter en fait à toutes les évolutions, donc les intervenants, primo-intervenants ou autres intervenants. Voilà. Ensuite, trois capacités que j'appellerais antifragilité du citoyen. Voilà. Là, j'amène de la qualité. Je fais en sorte qu'il y ait qualité de vie. Si quelqu'un a un arrêt cardiaque dans son entreprise et que j'arrive rapidement, je lui j'arrive à le faire survivre, et ça arrive de temps en temps, forcément on peut parler de qualité de vie après. Si j'interviens très rapidement, il n'aura aucune séquelle. Si j'interviens beaucoup moins rapidement, ça peut aller vers le drame, mais il peut aussi ne jamais récupérer. C'est bien de la qualité. Donc là, il y a encore aussi du smart transport, c'est-à-dire la possibilité de réfléchir sur une véritable couverture opérationnelle. Couverture opérationnelle, c'est la disposition des moyens au bon endroit. C'est aussi ce qu'ils appellent aussi en matière médiatique les smart factories, c'est-à-dire en fait les bâtiments connectés. C'est-à-dire on arrive et on se connecte et on a des informations pour savoir effectivement s'il y a des travaux, si effectivement il y a un plan 3D du bâtiment. Il y a un plan 3D du bâtiment, et voilà. Et enfin, il y a quelque chose qui est assez important, qu'il faudra travailler, on peut travailler déjà avec le ministère de la Santé, c'est ce qu'on a pensé le e-santé. C'est-à-dire la capacité, effectivement, grâce aux technologies, de projeter, de médicaliser plus d'interventions. Alors il y a deux manières de médicaliser l'intervention, je terminerai là-dessus. C'est soit vous avez plein de médecins, le jour du Bataclan, si vous voulez, vu les événements, on a effectivement développé des plans rouges, et en fait il a fallu en développer non pas 4, comme c'était la capacité opérationnelle des pompiers de Paris, mais plus de 10. Donc il a fallu appeler des médecins. Donc il fallait avoir des médecins à disposition. Voilà. Donc on a mis des médecins sur le terrain. Il y a une autre manière, dans des événements moins dramatiques, de multiplier les médecins. C'est de faire ce qu'on appelle de la télémédecine. Mais ça implique une autre formation du scoriste, une autre formation du médecin, des nouvelles technologies et aussi un aspect juridique. Un aspect juridique, pourquoi ?
pour le secret médical et les délégations de, comment on pourrait appeler ça, les délégations pas de pouvoir, mais d'action sur le terrain, à distance, d'un médecin vis-à-vis d'un secouriste. Bon, merci. Bon, dernier intervenant pour ensuite passer la parole à la salle. Donc Gaël Musquet, qui est président de l'association HAND, Hacker Against Natural Disaster. Alors vous êtes, si je sais, vous êtes un bidouilleur. Enfin, moi je vous avais rencontré précédemment, je vous avais vu un peu comme ça, où vous êtes capable de produire des capteurs à bas coût, de dispatcher ça sur des territoires et de capter de la donnée pour aider, alors certes à de la gestion de crise, mais aussi lors des phases de prévention. Vous êtes toute une association. Peut-être que vous pouvez déjà nous dire quelques mots sur l'association HAND, nous dire peut-être, je crois que vous avez amené aussi quelques petits devices. Alors merci de l'invitation. Je reviens un peu presque à la maison. J'étais serviteur d'État pendant 6 ans. J'étais victime à l'âge de ma petite fille d'un ouragan en 1989, l'ouragan Hugo en Guadeloupe. Je suis né là-bas, j'ai vécu 21 ans. Et c'est vraiment le socle pour moi de la mobilisation citoyenne et de l'engagement au service des citoyens et au service de la nation. J'étais 6 ans au service de la nation au ministère de l'écologie à Aix-en-Provence, où je passais tous les jours devant l'ENSOSP pour me rendre au travail. Ça, c'était le CEREMA. Au CEREMA, à Aix-en-Provence. Et dans le cadre de mes missions régaliennes, j'avais besoin de données cartographiques sur plan de campagne parce qu'on venait de construire un giratoire pour fluidifier la circulation sur l'autoroute et il nous manquait ces données sur ce giratoire. On n'avait pas le modélisé, donc à l'époque j'ai pris mon véhicule avec mes 2 enfants qui étaient encore en bas âge. On a fait le tour de ce giratoire, on a commencé à cartographier avec mes enfants à l'arrière ce giratoire pour l'injecter derrière dans des modèles mathématiques au CEREMA. Cartographie comment pour le coup? Cartographie collaborative grâce à des traceurs GPS qu'on avait à l'époque et qui me permettaient de créer des données cartographiques sur le projet OpenStreetMap et de fil en aiguille sur nos métiers de recueil et d'analyse de données au ministère de l'écologie, ce projet OpenStreetMap est devenu central dans mon activité puisque sans lui, je n'avais pas de données cartographiques. Je ne pouvais pas assurer ma mission de fonctionnaire et ma mission d'enquête. Et donc, le séisme d'Haïti et toutes les crises qui ont suivi ont montré à quel point ces connaissances scientifiques et techniques des citoyens, qui ne sont pas que des citoyens, on reste un technicien, on reste un ingénieur, on reste un cartographe, peuvent être mises à disposition des ONG, des États au moment des catastrophes majeures. Et depuis 2010-11, on a été régulièrement appelé gentil geek, gentil hacker, gentil citoyen, gentil technophile, au service de l'urgence. Et jusqu'en 2016, pratiquement, on est intervenu comme ça dans l'urgence pour apporter notre pierre à l'édifice du secours et de l'intervention à distance. On a eu ça veut dire qu'on accepte vos données au moment de la... Ah, qu'on n'a pas le choix, il n'y en a pas d'autre. Ah ouais, d'accord. À ce moment-là, vous savez, Haïti, Ebola, des inondations dans le sud de la France, il n'y a pas de données. Et vous avez des ONG qui se déploient, alors on a des satellites, on a des caméras, on a des drones, on a énormément de moyens pour observer la Terre. On a encore besoin d'intelligence réelle, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. On a encore besoin d'hommes et de femmes pour pouvoir caractériser des routes, des réseaux électriques, des dégâts, des passages à quai, des ponts détruits, des charniers. On a encore besoin d'hommes et de femmes sur le terrain pour pouvoir travailler et caractériser l'information. On en a eu marre d'intervenir toujours dans cette urgence sur des territoires que l'on sait en crise. On sait qu'un jour encore, à Saint-Martin, on aura un ouragan. On sait qu'en Guadeloupe, en Martinique, Valoris, Golfe-Juan, Jean-les-Pins, Nice, Saint-Raphaël, on aura aussi des tsunamis. Ça arrivera un jour. Malheureusement, cette culture de risque, on n'a pas dans ce pays. On a des gens brillants, qui travaillent, qui sont au quotidien tête dans le guidon, au service de l'État, au service de la nation, pour aider nos concitoyens à faire face à des crises. Mais ça ne veut pas dire qu'on a cette culture du risque. On sort les assises des Outre-mer. La semaine dernière, on a remis le rapport au président de la République. 86% des citoyens ne font pas confiance aux actions publiques menées dans les territoires d'outre-mer. 86%. Et pourtant, on attend énormément de cet État. On l'a dit tout à l'heure, on attend énormément des pompiers. Il faut qu'ils agissent vite. Et Hand, c'est un peu la naissance
pour nous, de ces actions de prévention citoyenne. On peut rester quelques heures, quelques jours, on l'a vu à Saint-Martin, quelques semaines sans nouvelles de l'État, à sa porte. Il faut que, et c'est ce qu'on défend dans Inde, que nos compétences scientifiques et techniques soient mises à disposition des citoyens et que ces citoyens soient capables d'être autonomes pendant quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. On a malheureusement, et on parle beaucoup de ville intelligente, l'intelligence pour nous, elle vient d'abord des gens. Et Inde, depuis 2011, autour des actions menées par l'UNESCO, l'UNESCO a créé des exercices de tsunami par bassin, par océan, parce qu'on a constaté en 2004 qu'un phénomène, certes, dans un pays éloigné du nôtre, pouvait avoir des conséquences à La Réunion, quelques heures plus tard, à cause d'un tsunami, un séisme, un glissement de terrain sous-marin. Et Inde est née de ça. L'UNESCO, à ce moment-là, se dit avec les États et les Nations Unies que l'on allait créer des systèmes d'alerte pour les citoyens, mais surtout on allait les mettre au cœur du dispositif. Ils allaient jouer leur propre rôle. Et depuis 2011, Carib Wave, Indian Ocean Wave, Pacific Ocean Wave, ce sont des exercices documentés, cahiers d'exercices que l'UNESCO remet à tout le monde, aux pompiers, aux COGIC, aux États, aux ministères, aux associations de sécurité civile, aux radioamateurs, aux citoyens, pour que ces citoyens, ces personnes, tout autant qu'elles soient, quelle que soit leur responsabilité, leur niveau hiérarchique, soient capables de jouer cet exercice. Il a eu lieu cette année, Carib Wave, le 15 mars. On a projeté 26 personnes, des drones, on a affrété nos propres avions, nos bateaux, on a fabriqué des drones qui font de la bathymétrie, on fait des marégraphes, on déploie des réseaux radioamateurs, on a déployé des visio-checks, donc c'est un moniteur de signes vitaux avec 2 urgentistes qui étaient là-bas, et chaque personne a joué son rôle. On a tout éteint, parce que intelligence artificielle, cloud, open data, tout ça s'effondre quand vous coupez le courant. Les OIV ne tiennent pas si longtemps que ça. Hein. Au bout de 45 minutes, vous n'avez plus de téléphonie cellulaire, 2 heures, plus d'FM et plus de TNT. Vous n'êtes plus capable. Vous faites ces exercices, c'est ce qui nous a frappé en tant que citoyens, c'est que malheureusement, souvent, malgré la bonne volonté et tout l'engagement des forces de sécurité civile et des forces de sécurité, à l'issue des exercices institutionnels, souvent, il est écrit que tout s'est bien passé. C'est pas vrai. On n'a pas maintenu les onduleurs, on n'a pas changé les batteries, on n'a pas prévu que le groupe électrogène serait inondé, et donc les sirènes ne se sont pas déclenchées. 2008, 2016, 2018, inondation de la Seine, les gens ne savent pas ou n'anticipent pas qu'un réseau téléphonique cellulaire en temps normal, c'est que 10% de ses clients qui peut router. À partir du moment où vous avez un réseau qui commence à prendre l'eau, vous perdez 30-40% de vos capacités de router les appels à Paris. Il suffit qu'un seul des arrondissements perde ses capacités électriques et on a pratiquement tout Paris qui tombe. Saint-Martin nous l'a prouvé, vous avez aujourd'hui des vents 400 km/h. À mon époque, 89, quand j'étais enfant, on mesurait 330, 340, 350 km/h. Aujourd'hui, les enfants qui naissent et qui vivent aujourd'hui connaissent des vents pour les ouragans de 410, 420 km/h en 2018, et c'est pas prêt de s'arrêter. On travaille en ce moment sur les feux de forêt. On n'aura pas de mission Héphaïstos cet été. L'armée de l'air ne va pas soutenir les missions feu, et on parle de Smart City. On n'aura pas de moyens radar pour aider les Canadiens. Ce sont des sociétés américaines qui vont nous fournir, via Flight Radar, Flight Aware, des données aériennes sur nos avions de sécurité civile. Pour nous, c'est inacceptable en tant que citoyen, technicien, ingénieur, hacker, développeur, community manager, parce qu'on a les capacités de le faire. On a les moyens d'alerte. Les systèmes d'alerte ont été créés en France. Le Cell Broadcast, ETSI, Sophia Antipolis, 1997. L'Emergency Warning System sur la TNT, Sophia Antipolis, ETSI, 2001. Le RDS, bande FM, ETSI, Sophia Antipolis. Tous ces protocoles sont nés chez nous et nous sommes les derniers à les déployer. Et nous avons beaucoup de têtes pensantes et je ne leur en veux pas. Mais il faut passer de cette logique de la pensée, de l'analyse, à la praxis. Justement, est-ce que vous avez des solutions pour, je ne vais pas faire du sabotage, mais en tout cas faire quelque chose d'un petit peu similaire? Ce que l'on fait, c'est qu'on déploie nous-mêmes nos réseaux cellulaires, et je suis devenu radioamateur l'année dernière exprès pour ça. Il n'y a pas que les opérateurs qui ont leur mot à dire sur ce que sera la future norme 5G. Il n'y a pas que les équipementiers, Nokia,
Huawei, ZTE, qui ont leur mot à dire sur ce que seront ces futurs équipements. J'ai avec moi toujours ma radio. Je suis à Dracel, donc radioamateur en sécurité civile. On peut me demander demain ou ce soir d'aller chercher une épave, un avion qui s'est abîmé. On peut me demander ce soir, demain, d'aller porter secours aux forces SAMU, pompiers, qui souhaitent accompagner des personnes qui ont été victimes d'un attentat. C'est ce qu'il faut faire en France, responsabiliser les citoyens, s'engager. Vous savez, aux États-Unis, on a un radioamateur pour 400 habitants, 800 000 personnes aux États-Unis. En France, nous sommes à peine 12 000, un radioamateur pour 7 000 habitants. On a découvert, en octobre dernier, on n'avait pas assez de radioamateurs en Guadeloupe et à Saint-Martin pour assurer les liaisons. On est arrivé à Marie-Galante le 15 mars dernier, on a allumé cette radio et à 60 km, on arrivait à communiquer avec d'autres radioamateurs en Guadeloupe. Les maires de Marie-Galante, alors que Maria a juste effleuré le sud de la Guadeloupe, l'ouragan Maria, les maires de Marie-Galante sont restés 3 jours sans nouvelles de la préfecture. 3 jours. Il faut ces radioamateurs. Ce que l'on fait, c'est que aujourd'hui, on incite les citoyens à passer leur licence de radioamateur. On incite les citoyens à s'engager dans des associations comme VISOV pour parler de médias sociaux en gestion d'urgence. On incite les opérateurs téléphoniques à mettre en place en production le cell broadcast. Des guerres entre le ministère de l'Intérieur, les opérateurs, chacun se renvoie un peu la balle, c'est pas moi, c'est lui. En attendant, on aura notre futur tsunami, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 victimes. Ça va se reproduire à Messine, 1908. Regardez Twitter. Expérimentons, testons ce protocole, mettons-le en œuvre, mettons en place des infrastructures qui permettent de relier le droit du préfet à ces infrastructures téléphoniques. Nous avons nos antennes relais 4G au sein de Hand. On déploie même au capteur, on les fabrique. Vous savez, avec mes enfants, l'été dernier, en 2016, pardon, avec mes enfants, on a fabriqué un petit marégraphe avec ces petits capteurs pour aller mesurer la hauteur de la Seine. Et à l'époque, je ne me rendais pas compte à quel point ça marquait mes enfants. On a été au magasin de bricolage du coin pour acheter des télémètres ultrasons et aller sur la Seine déployer ces capteurs-là. Ma petite fille m'a fait une petite surprise il y a quelques semaines. Elle s'est présentée aux élections municipales des enfants de ma ville. Elle est conseillère municipale. Dans son programme, elle a mis toute la cartographie des risques, les conduites de gaz. C'est son programme. Hein. Voilà. Mais voilà, cet été, elle m'a demandé de visiter Sigfox, Station L, parce qu'elle veut, à son échelle d'enfant, elle n'a que 9 ans, mettre en place un système. S'il faut faire rêver ces enfants, il faut les faire rêver. Les crises, ça fait peur. Mais il faut qu'on arrive au-delà de la technologie, du solutionnisme. Il n'y a qu'un faucon déployer des réseaux radio, travailler avec des communautés de personnes, de citoyens, communautés de quartier, radioamateurs, développeurs, qui ont envie et qui ont cette compétence et qui veulent la mettre en œuvre et le faire en temps de paix. C'est en temps de paix que je travaille avec mes enfants sur ces questions-là, apprendre les premiers secours, les premiers gestes, les gestes qui sauvent, les bons réflexes à avoir au moment de situation. La solution n'est pas uniquement technologique, elle est aussi humaine et politique. Merci beaucoup. J'avais une réaction à Thierry Vincent quand j'ai parlé de Twitter. Ça vous a fait tiquer? Non, mais est-ce que je ne sais pas si Twitter fonctionne dans ces cas-là aussi? Non. Non plus. Non, voilà. En gros, aujourd'hui. C'est de l'intérieur qui dit qu'il faut. Oui. Alors, c'est vrai, ça, c'est important. On l'a évoqué tout à l'heure sur la capacité des personnes à endurer des situations difficiles. Nos grands-parents, enfin, moi, mon grand-père en 14-18 a combattu, était en mesure de vivre et de dépasser, de surpasser des situations de catastrophes extrêmes, et ça c'est important. Est-ce qu'on est dans une civilisation où on est en mesure de dire, ben voilà, on va se débrouiller, on va prendre tout simplement le réseau, la radio. C'est vrai qu'aussi, il faut aussi aider les collectivités à développer aussi ce genre de système, parce que le jour où ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc il y a tout plein de plans d'urgence qui sont travaillés. Alors c'est vrai qu'il y a parfois un petit côté un peu technocratique, hein. Je comprends tout à fait le message, et c'est vrai qu'il faut bien avouer qu'il y a une tendance un peu française à faire descendre les conseils d'en haut vers le bas, et un peu moins d'entendre du bas vers le haut. Alors moi j'ai
Je suis un peu, je ne veux pas dire avec deux hémisphères, parce que dans le même temps que je suis au ministère de l'Intérieur, j'ai eu la charge de prendre une ville en 2008 et d'être élu maire d'une petite ville de 11 000 habitants. Et c'est vrai que dès le départ, je me suis posé la question, une ville qui avait été touchée en 1977 par des inondations dues à justement un manque d'anticipation de certains phénomènes, et donc une grande partie de la ville a été inondée. Il n'y a pas eu de décès, fort heureusement, mais il y a eu à l'époque c'était 3 milliards de francs de destruction. Donc c'est vous dire l'importance que moi j'ai pris à ça, et c'est vrai que à partir de 2009, en prenant en compte l'outil de la Smart City, parce que je me suis toujours posé la question, j'avais vu ce qui s'était passé à Los Angeles, avec les grands projets à Los Angeles de Smart City qui sont tombés en 1993 quand il y a eu les émeutes, hein, donc ensuite le système de la Smart City a été réabandonné jusqu'au début des années 2000, mais on doit prendre en compte cette nécessité. Moi, dans ma commune, dès le départ, étant donné qu'on n'est pas sur une zone sismique et en prenant en compte les catastrophes naturelles, on va dire venant du haut ou avec les grands vents, eh bien on a décidé de lancer un grand plan d'enfouissement des réseaux et de rénovation des réseaux, avec aussi la capacité à intervenir pour réparer. Et je crois que, enfin moi mon programme de Smart City à l'époque, qui était une ville, on va dire, plus intelligente, mon programme se basait sur le fait que si on faisait tous les travaux d'un seul coup, ça coûtait 40% de moins à la collectivité que faire l'eau d'abord, l'électricité ensuite, etc. Et puis en même temps, la préservation de l'électricité enterrée et de tous ces capteurs qui permettaient de vérifier qu'il n'y avait pas de fuite sur le réseau d'eau nous a entraîné des économies d'énergie très importantes. C'est-à-dire que maintenant, on a fait presque 38% d'économies d'eau prélevées dans la nappe phréatique et ensuite injectées dans le réseau. On est tombé à 5% de perte d'eau, et ce qui fait qu'on puise un tiers d'eau en moins dans la nappe phréatique, donc on préserve cette ressource, et pour la consommation. Puis en même temps, on fait des économies aussi dans l'utilisation. Donc vous voyez, c'est important aussi, et vous avez raison, de voir le côté de comment ça se met en œuvre sur le terrain, et comment on fait remonter l'information. Et je crois, au départ, au ministère de l'Intérieur, j'ai beaucoup travaillé à faire en sorte que le volet safe soit pris en compte dans la Safe City, mais je me rends compte au fur et à mesure, avec l'âge, avec la pratique, qu'en fait le volet safe est complètement illusoire. Quel est l'objectif d'une collectivité pour devenir une Smart City? C'est la tranquillité, le bien-être, le bien vivre ensemble. Et en fait, le bien vivre ensemble et le bien-être, il se retrouve dans le côté safe, dans tous les aspects. Est-ce que le réseau d'eau est safe? Est-ce que le réseau d'électricité est safe? Est-ce que voilà. Et c'est ça en fait l'objectif. Je crois que la Safe City n'existera pas si tout le reste tous les aspects de la Smart City, et avec notamment le volet humain et la capacité de résilience, n'existent pas. Ça me paraît une première conclusion déjà pas mal. Est-ce qu'on pourrait faire circuler le micro peut-être pour avoir quelques questions de la salle? Comme on dit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lance. Bon, ça a été très dense. Peut-être présenter tout simplement. Donc Ludovic Magano de la DGSCGC, bureau planification exercice retour d'expérience, qui est notamment en charge de la coordination de la CIC et de toute la planification territoriale. Donc juste une petite remarque à Gaël, où effectivement je suis persuadé qu'on a énormément de progrès à faire. Je crois qu'il ne faut pas non plus être trop noir dans son regard, puisqu'il y a aussi beaucoup de progrès qui ont été réalisés depuis des années et des années, notamment par les préfets et leurs équipes, les sites PC, pour mieux répondre aux enjeux de notre société.
Je pense en particulier pour ce que mon bureau a porté il y a quelques temps, quelques années maintenant, ce qu'on appelle les plans rétap réseau. On a complètement pris en compte les interactions qui existaient entre les différents réseaux et la nécessité de ne plus raisonner d'un côté électricité, de l'autre côté gaz, de l'autre côté communication électronique, etc. Mais tout était interconnecté et qu'à un moment donné, à partir du moment où il y avait une défaillance sur l'un des réseaux, il y aurait forcément des interconnexions qui seraient sur les autres. Et c'est un travail extrêmement complexe dans notre organisation. Des territoires, nos territoires tels que nous les entendons dans le domaine de la gestion de crise, ne sont pas ceux des opérateurs de téléphonie, qui sont eux-mêmes différents des opérateurs électriques, etc. Et arriver à faire parler tout ce monde-là, avec en plus, en y intégrant des enjeux économiques très lourds, qui pèsent, pour le coup, c'est vraiment un exercice extrêmement difficile à faire. Aujourd'hui, il y a cette déclinaison qui se fait, et on n'est pas arrivé au bout, mais pour le coup, il y a vraiment des progrès, je crois, qui se font. Et puis pour ce qui concerne les radioamateurs, là aussi je participe aux formations du corps préfectoral dans le domaine de la gestion de crise, et on le dit, on le répète, attention, aujourd'hui si le réseau téléphonie entre autres tombe, vous êtes perdus, donc on leur demande de se rapprocher justement de la FNRASEC et de la RASEC pour ceux qui en ont dans leur département. Alors souvent c'est une petite caricature en disant attention, ils sont parfois vieux, ils sont parfois ceci, mais avec un bout de trombone et un bout de fil, ils sont capables de faire des miracles. Donc on insiste pour qu'ils se rapprochent de vous, et on insiste aussi, puisqu'on a l'occasion de le faire, de vous dire de rapprochez-vous aussi de tous ces gens, les préfets, leurs directeurs de cabinet, les sous-préfets d'arrondissement qui sont aussi en capacité de mobiliser tout cela. Et tout ça, ça a été écrit dans une circulaire écrite par le ministre en 2018, ministre de l'Intérieur, à l'ensemble des préfets de département pour justement les sensibiliser sur le sujet. Voilà, donc c'était juste peut-être si vous, voilà, et sans aucun problème. Et puis ensuite j'avais une autre question pour le professeur Moreno. Figurez-vous que j'habite depuis quelques jours place de la Chapelle. Alors j'y suis sensible puisque hier soir je me baladais sur le canal de l'Ourcq avec mon ami. Et c'est vrai que j'étais assez étonné, je lui disais c'est incroyable Paris, j'habite Paris depuis 5 ans, c'est assez incroyable cette ville où d'un quartier à l'autre, d'un seul coup, on passe d'endroits absolument sublimes à des endroits franchement beaucoup moins sympathiques, qu'on pourrait qualifier d'exotiques ou de très cosmopolitains, enfin. Et pour le coup, votre intervention m'interpelle un peu, alors que je ne remets absolument pas en doute, bien entendu, toutes les études qui ont pu être menées. Mais à partir du moment où on s'intéresse à un territoire, on voit comment ce territoire a pu évoluer favorablement, en y apportant un certain nombre d'aménagements, etc. Et comment un territoire, on est entre nous, qu'on peut considérer comme un peu pourri quand même à un moment donné, peut devenir, appelons un chat, peut devenir un peu plus sympathique. Et le canal de l'Ourcq, effectivement, c'est juste à côté de la station Stalingrad, et pour le coup, entre la station Stalingrad et la station du canal de l'Ourcq, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, Jaurès, je crois que c'est le métro que j'ai pris hier, c'est franchement très différent. Donc moi j'habite encore juste après la station, donc La Chapelle, entre Stalingrad et Barbès. Franchement c'est très pourri. Et je me demande quand même si à un moment donné, à force de faire des choses sympas à des endroits, on finit pas par déplacer un petit peu tous ces quartiers un peu pourris à d'autres endroits, et finalement on ne fait que repousser les difficultés sans réellement les régler. Je vais être trop court dans mon commentaire par rapport à votre question qui est pertinente. J'ai un impératif à 19h15, j'ai notre 9h15 à début d'ici, donc je vais quitter un peu de rouge avec Patrick, mais je vais dire deux choses. Oui, féliciter Gaël pour son intervention. J'ai écouté des propos absolument intéressants de l'ensemble. Et deux, par rapport à ce que vous dites, on vit dans des villes qui ont une grande complexité, que ce soit Paris ou Barcelone ou Madrid, ou même des villes dans le Nord, on peut parler de Copenhague et les quartiers qu'on appelle du 8, où c'est un quartier extrêmement communautariste sur lesquels des journalistes ont fait des transformations absolument superbes. Bon, il faut par définition comprendre que la ville enferme une très grande complexité, que la ville est vivante, elle n'est pas statique, c'est-à-dire que la ville évolue à fur et à mesure des années sur énormément des événements qui se produisent, des événements endogènes, des événements externes. Là, je ne partage pas le point de vue formulé souvent dont vous avez été l'hypothèse où on déplace les problèmes. Et pour ceux qui sont parisiens, moi j'habite depuis 40 ans à Paris, et on a connu les squats à Paris 14e, là où aujourd'hui, donc Montparnasse et la place catalane qui fait par un cœur de Beaufil, où
il y avait que des vendeurs d'IH et des Rastas, et l'île au Chalon, à côté de la gare des Lions. Et franchement, c'était même pas la peine de mettre les pieds, vous avez troussé à mettre un second ennemi qui tuait. Et je peux vous faire la liste, bien sûr, d'un certain nombre des quartiers extrêmement durs et qui ont évolué, non pas parce qu'on a déplacé des travaux, mais c'est parce qu'on construit une métropole dans cette complexité. Donc, j'ai cité la problématique des lourds contre Stalingrad et la porte de la Chapelle, je le sais exprès, puisqu'il y a eu un grand projet qui a surtout été conçu autour, d'une part, des espaces publics, des lieux culturels, des lieux de vie et des logements sociaux qui restent mixtes, des très grandes mixité sociales, jusqu'à la porte de la Chapelle. Après, autour de la porte de la Chapelle, il y a une autre problématique qui est celle des migrants, celle des réfugiés, etc. Donc je ne vais pas étendre là parce qu'on passe pour une journée. Et après, effectivement, il y a tous les quartiers donc, dans lesquels Paris est secoué par le phénomène que j'ai évoqué tout à l'heure des lycées, des pauvretés, quand je disais que les centres-villes sécrétaient de la pauvreté. Dans le cas de Paris, ils sont très localisés, ils ne sont pas à 50 endroits, il y a 4 endroits majeurs, dont celui que vous citez, à Barbès, et qui relève des problématiques des qualités de vie, du bien-être, de la sécurité sociale, de l'inclusion sociale, de la sécurité écologique, un regard aussi sur comment nous pouvons tisser des relations d'une nature et qui ne soient pas seulement des mobilisés ou des gentrifiés et foutre des gens dehors, parce que ça c'est une solution effectivement simple qui a été appliquée dans le développement, on foutait les gens dehors, à Vitry, à Paris, et là on les déplaçait. Mais effectivement, c'est des problématiques qui sont vraies, quand de l'autre côté, rive gauche, et même on les a cartographiés, vous trouvez 80% de logements qui deviennent vides, c'est Airbnbs, qui ne jouent plus leur rôle donc, par rapport à la qualité de vie qu'on a dans la ville. Donc, ce n'est pas une question de déplacer, c'est une question de comprendre le métabolisme urbain, c'est ce que j'ai écrit dans mon texte, et pratique des métabolismes urbains qui obligent à qu'on raisonne sur donc, une continuité, sur ces problématiques territoriales et également les changements. J'ai défendu au Conseil de Paris qui sessionne, donc, qui vient de voter, vous l'avez vu dans la presse, et je l'ai écrit depuis longtemps, j'ai défendu à Paris un projet, donc le tour de Bercy par exemple. Donc ça a été voté, il y aura un nouveau quartier à Paris qui va être entre le 12e et le 13e, qui va couvrir totalement les périphéries, qui va couvrir tout le voie de SNCF et qui va aller jusqu'Ivry. C'est la première fois où on va donc faire donc, un projet de deux tours donc, verticales, végétalisées, etc., qui vont accueillir 15 000 personnes. Voilà. Il a fallu avoir une majorité qui les vote. C'était extrêmement complexe. Ça a été voté à 6 mois après. Donc c'était parce que ça passe, tout ce problème que vous signalez, par reconsidérer les métabolismes de la ville sur ce que j'appelle une ville polycentrique, une ville dans laquelle on travaille, on se loge, on accède aux loisirs, on accède à l'éducation dans un périmètre donc, urbain qui soit au moins d'un quart d'heure 20 minutes à l'endroit où nous soyons, afin d'avoir la sécurité et la qualité de vie. C'est ça la ville polycentrique, c'est ça la ville qui amène la sécurité, de l'inclusion sociale, de l'écologie, et qui sera résilient avec la sécurité économique. On ne l'a pas dit là, mais j'ai fait une étude il y a 4 ans, je vous dis il y a 4 ans, en juillet, il y a 4 ans, j'ai des photos, j'ai fait une publication que vous pouvez consulter, en disant que dans la décennie 2020, la principale incivilité urbaine qui allait apparaître dans nos territoires, c'est relié au changement climatique. Parce que aujourd'hui, nous avons de canaux urbains, donc sur le quartier que vous citez à Paris, sur Aubervilliers, sur les Saint-Denis et sur donc, le Bobigny, qui représentent des températures donc, à l'ombre de l'ordre de 40 degrés, quand on a un calcul, comment c'est qu'on commence à se vivre depuis quelques jours. Et cette incivilité urbaine qui va être gérée par la misère sociale, par la misère culturelle, par l'exclusion, va se traduire que le veut pas perdre de meutes. Quel est aujourd'hui l'élément majeur d'incivilité quand on commence aujourd'hui et qui consomme des heures de ministère de l'Intérieur et des forces d'intervention? C'est les piscines verticales,
c'est les geysers, c'est-à-dire c'est des incivilités sur tous les hydrant fires, sur les bornes d'incendie qui sont cassées pour faire cette usine verticale. Donc moi j'ai arpenté la banlieue, j'y vais toutes les semaines à la banlieue, je connais tout ce territoire, je connais Sévran, je connais des lieux où c'est compliqué d'y aller. Voilà. Mais quand vous voyez l'impact de la microfolie à Sévran, on peut faire une corrélation entre le fait qu'on a monté des Fab Labs, des 5.3D, qu'on s'est intéressé à faire de la culture, qu'on fait des expos, qu'on fait exposition de culture, de peinture. Moi, je l'ai fait moi-même, j'avais des places là-bas où on le fait avec des artistes. Il y a une corrélation parce que, et je m'adresse à madame, et c'est une discussion que j'ai avec les ministres Blanquer actuellement, qu'on va prolonger dans le cadre d'une chaire que je dirige à la Sorbonne. Si on ne crée pas l'école de la confiance, on n'aura pas la ville de la confiance. Et si l'école de la confiance ne génère pas identité urbaine, territoriale et fierté urbaine, on n'aura pas une ville sûre. Et je l'ai dit avec Jean-Michel Blanquer, tout l'argent qu'on dépensera en formation, en identité urbaine auprès de nos jeunes, des 10, 11 ans, des 12 ans, des 13 ans, des 15 ans, ça sera de l'argent en moins que l'on a dépensé pour faire des prisons et pour amener donc ceux qui font 2 mètres en tôle, voilà. Et c'est là aujourd'hui on a un jauge à mettre en place, mais ça ne s'est fait que sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Le problème c'est que nous vivons dans des situations politiques en France qui sont extrêmement clivantes et que ce qui est fait à un instant T, eh ben, il est fait à l'instant T d'après. Parce que on est clivé et vous voyez la situation politique aujourd'hui. Ça marche. Merci beaucoup. Si vous devez y aller, allez-y. Est-ce qu'on a le temps encore de prendre deux questions ou pas? S'il n'y a pas de questions, et... Ah si, pardon. Après, les intervenants peuvent se... Je vais juste répondre à la question. Alors, j'ai dit que j'étais serviteur d'État pendant 6 ans. Je me suis inscrit militaire en 2012. L'armée de l'air est venue me chercher en 2015. Maintenant, je suis hébergé sur la base aérienne 105 à Évreux dans le cadre de la base aérienne connectée sur Future Smart Base à Évreux. Et je suis chaumier d'une unité SIC, donc système d'information et de communication de l'armée de l'air. Et je reste patriote parce que ce pays est grand et que même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on a des personnes qui sont, et je l'ai dit d'ailleurs, extrêmement impliquées sur le terrain et qui donnent de leur personne et de leur vie pour que la nation soit plus sûre. Donc, je suis à leur côté sur des missions d'innovation participative, sur la supervision de trafic aérien, futur trafic drone, futur et trafic aérien, maritime et fluvial, et trafic spatial bientôt. Donc on a des sollicitations à nous civils, citoyens, et c'est ce qui me rend extrêmement optimiste, même si j'ai un peu noirci le tableau. Donc ça va pas de soi, cette ville connectée, intelligente, sûre. C'est une équation et une partition qui se joue à 4. Et oui, parce qu'il va falloir la sécurité. Ça fait une belle seconde conclusion. Très bien. Voilà. C'est vraiment ça. Je tenais vraiment à dire qu'on a quand même des personnes qui réfléchissent et qui sont extrêmement impliquées dans l'implication des citoyens et la transmission des savoirs scientifiques et techniques au sein des populations. Voilà. Bon, écoutez, parce qu'on va encore une fois donc conclure. Merci aux 5 intervenants, maintenant 4. Moi j'ai l'impression quand même que des sessions comme ça, il faut en organiser beaucoup, parce que j'ai l'impression que le sujet, avant d'être traité, je crois qu'on a besoin de quelques heures encore, honnêtement. Et je laisse donc la parole à Mathieu Lacaille, qui est le secrétaire général de l'ENSOS. Effectivement, je crois que la qualité des intervenants, il faut la souligner ce soir. Donc, le professeur Morano vient de partir, je l'ai remercié directement, mais je vais également remercier les 4 autres intervenants, sans oublier bien sûr le professeur Laclémence et notre modérateur qui a très bien animé les débats de ce soir. Je vais connecter très rapidement le sujet de ce soir avec on va dire, l'actualité du ministère et de l'ENSOS. Hier matin, j'étais au comité ministériel du développement durable et il y avait un intervenant du ministère de la Transition écologique et solidaire qui disait qu'ils réfléchissent demain aux conséquences que pourront avoir des livraisons effectuées par Amazon un samedi matin ou
un matin dans Paris avec un 38 tonnes qui s'ouvre par le dessus et qui libère des myriades, des kyrielles de drones pour aller livrer les citoyens, etc., avec leurs commandes en ligne. Bon, c'est des choses effectivement très développement durable, mais ça paraît encore très futuriste et ça sera pourtant, le drone sera malgré tout, je pense, un des acteurs aussi de la ville intelligente comme il est déjà notamment aux États-Unis. Autre connexion que je fais avec l'actualité de l'école, le thème de ce soir c'est la continuité et la rupture dans les villes intelligentes et villes sûres. La devise de l'école c'est cultiver le passé, enfanter l'avenir, quel est notre présent. Donc je fais la jonction avec notre espace de formation qui est l'ENSOSP. Aujourd'hui, donc, il y a autour de moi des acteurs et des représentants de la sécurité au sens large, des acteurs, des représentants du ministère de l'Intérieur. Il y a aussi des représentants des forces de police et de gendarmerie, je crois, dans l'assistance. On a aussi une force de conception aussi à l'école qui réfléchit à tout ça. Et puis, malgré tout, donc l'officier, et notamment l'officier de sapeur-pompier, c'est celui qui doit garder la tête haute dans les moments de crise et dans des espaces, alors ce soir des espaces urbains, mais dans des espaces de plus en plus effectivement connectés. Alors, juste une petite remarque, on a parlé tout à l'heure de Smart Citizen. Il y a une grande politique qui est menée aujourd'hui par le ministère, et notamment par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, pour que les citoyens, aujourd'hui l'officier de le sapeur-pompier volontaire, pour que les citoyens s'impliquent encore plus dans la gestion de sa cité et dans la contribution au secours à personne. Donc ça, l'école forme dans ce domaine-là. Et elle forme aussi en fait à la gestion des crises, puisque ça fait partie des missions de l'école. Donc on a un département fort crise qui monte en puissance et qui réfléchit aujourd'hui à la conception d'un bâtiment où seront dispensés, disons après-demain, si tout va bien en 2020, si les travaux sont réalisés dans les temps, à la création d'un bâtiment de formation à la gestion de crise où on mettra dans un même bocal, entre guillemets, des officiers de sapeurs-pompiers, des élus, des préfets ou des sous-préfets, des policiers, des gendarmes, puisqu'en fait tous ces acteurs-là sont des acteurs de la sécurité dans ces villes que nous avons à surveiller, à gérer et où nous devons porter des secours. Donc je vous remercie encore, mesdames, messieurs, pour vos interventions brillantes ce soir. Je remercie aussi le public et les organisateurs de cette activité très intéressante qui, je crois, va être suivie des faits dans les mois ou dans les semaines à venir. Et puis je crois qu'on se retrouve de manière plus ludique et plus agréable dans la pièce qui est juste derrière nous pour continuer à échanger sur ces thématiques. Merci beaucoup.